Masret Shabbat Daf Memchet. Nous commençons à la deuxième ligne. Rabba ve Rabbi Zira. La Gemara nous rapporte que Rabba et Rabbi Zira et Kliou les Resh Galuta étaient de passage chez le Resh Galuta. Resh Galuta, c'est donc le Nassi de la Galoute, le Nassi de Bavel. Chazua Leaou Avda de Anach Kuza de Maya Apuma de Kumkuma. Ils ont vu un de ses serviteurs qui a mis Kuza, c'est un récipient des Maya d'eau froide, Apuma de Kumkuma, au-dessus du Kumkum d'eau chaude. L'eau chaude se trouvait sur le feu et il a posé un autre récipient avec cette fois-ci de l'eau froide au-dessus du Kumkum. Nazir Rabba. Rabba lui a crié dessus et lui a dit c'est Shabbat, c'est interdit. Pourquoi? Puisque en plaçant ce récipient d'eau froide sur le kumkum, donc l'eau froide allait se réchauffer et devenir donc même chaude et même yatzole detbo et donc d'arriver à une source de bichoul. Amarle Rabbi Zira lui a dit à Rabba Maïshena mimecham al gabe mecham. Quelle différence entre le digne de Mecham al Gabe Mecham, c'est une braïta que nous verrons à la fin de notre Pérec, que nous avons le droit de mettre un récipient d'eau chaude, une bouilloire, sur une autre bouilloire. Alors que ici, tu dis que ce récipient d'eau froide, sur le kumkum, nous n'avons pas le droit de le mettre. Amarle, il lui a répondu, c'est simple, Atam okume kamokim. Là-bas, étant donné que ce sont deux bouilloires, il y en a une sur le feu, l'autre qui contient aussi de l'eau chaude. Donc lorsque je vais mettre celle qui contient de l'eau chaude sur le kumkum qui est sur le feu, celle d'en dessous va simplement conserver la chaleur de celle du dessus. Acham ici au loudé kamolid. Ici au contraire, il va donc être molid, va créer une chaleur puisque l'eau est froide. Et comme Tosfot l'explique, ce qui est retenu aussi dans la halakha, c'est qu'il s'agit ici du cas où lorsque on va laisser longtemps ce récipient d'eau froide sur le kumkum, ce récipient, c'est-à-dire l'eau froide, va atteindre Yad Solededbou, il va y avoir bichoul. Bien sûr que ce Eved avait l'intention de l'enlever juste avant, mais malgré tout les Chachamim m'ont interdit de le laisser ici, de peur que tu vas l'oublier, étant donné que si tu le laisses plus longtemps, quel va être le statut de cette eau? C'est de l'eau qui va cuire pendant Shabbat. Donc même dans le cas où tu penses l'enlever, de peur que tu ne vas pas l'enlever, les Chachamim t'ont interdit de le mettre dans un endroit où l'eau peut atteindre une certaine température. C'est l'explication que Tosfot nous donne. Par la suite, Chazier des Paras, d'Astudar Apoumé Dekouva. Il a vu, Rabba a encore une fois vu, que le serviteur du Resh Galuta a étendu un soudar, dire une écharpe, un foulard, Apoumé Dekouva, sur le haut, sur l'ouverture d'un récipient, une kouba, ve'anach natla il avait. Donc dans cette kouba, il y avait en général du vin. Donc il a couvert le récipient de vin, donc d'une manière qu'il n'y ait pas de mesure de OL, puisque c'est une autre halakha, mais que nous verrons par la suite. Parfois, recouvrir avec un morceau de tissu, un keli, on peut peut-être faire un OL, une tente. Disons dans le cas où il ne l'a pas complètement fermé. Et il a posé natla. Natla, c'est un keli, un récipient avec lequel on avait l'habitude de prendre le vin de cette kouba, de ce récipient d'en dessous. Donc il a mis un soudar et ensuite placé, dire la louche, le récipient, le natla. D'ailleurs, la bracha de Netilat Yadaim, c'est parce qu'elle doit se faire avec un récipient qui est appelé natla. Donc Netilat Yadaim, si il explique certains du Shonim. Donc ce natla, vanach natla, il a mis le récipient avec lequel il avait l'habitude de sortir le vin de cette kouba sur ce morceau de tissu. Donc ce récipient était certainement, il était vide, mais il était humide. Il était humide en dessous, puisqu'il servait à prendre du vin. Nazir Rabba, là aussi Rabba, lui a crié, lui a dit, c'est Assour Shabbat. Amarle Rabbi Zira lui a dit, Amai, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ici? Amarle, il lui a dit, Ashta Chazit, maintenant tu vas voir. Tu penses qu'il n'a rien fait? Tu vas voir. Eh bien, les sauf Chazi, il a vu effectivement que par la suite des Kama Atzerle. Ensuite, ce serviteur est venu presser, c'est-à-dire essorer
ce morceau de tissu, puisque le morceau de tissu avait été mouillé par le natla, puisqu'il avait posé le natla dessus. Et donc, essorer ce morceau de tissu, c'est une interdiction pendant Shabbat. Donc il lui a dit, tu vois bien, voici pourquoi je lui dis que c'est interdit. Amarle, alors Rab Zera lui a posé la question, Maïshena mi Purunka. Quelle est la différence avec le din de Purunka? C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsqu'il y a un beged, c'est-à-dire un morceau de tissu, qui a été réservé pour recouvrir une carafe, nous avons le droit de mettre ce morceau de tissu sur la carafe. Amarle, il lui a dit, Atam lo kapidilave, acha kapidilave. Là-bas, dans le cas de la Purunka, même si la Purunka va se mouiller, il ne prête pas attention, il ne va pas l'essorer. Alors que ici, ce soudar, il n'est pas destiné à recouvrir le keli. Il a simplement pris ce foulard pour le couvrir momentanément. Dans ce cas-là, je crains que s'il va être mouillé, il va arriver à l'essorer. Donc ce sont deux halachot que la Gemara nous a rapportés ici au nom de Rabbah. Nous continuons avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Donc dans la Mishnah de Bamet Tomnim, avec quelle matière nous pouvons faire une atmana, c'est-à-dire recouvrir la marmite, conserver la chaleur de la marmite. Donc nous avons vu qu'il y a deux sortes de atmana. Il y a une atmana qui est bedavar amosi fevel, c'est-à-dire l'atmana qui va rajouter de la chaleur, et ça c'est interdit même de placer la marmite avant Shabbat, par exemple dans du sel, ou dans du cidre, de la chaux, ou du sable. Nous n'avons pas le droit d'enfouir une marmite à l'intérieur du sel, parce que le sel va rajouter, Mosifavel va rajouter de la chaleur, et ça c'est interdit même lorsque je fais cette atmana avant Shabbat. Pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de faire aucune atmana de toutes les manières. La seule atmana possible, c'est l'atmana avant Shabbat, mais d'avoir she'eno Mosifavel, lorsque c'est-à-dire cette matériel ne rajoute pas de la chaleur, comme nous avons vu par exemple dans la Mishnah, avec de la paille ou avec des mouchines, qui sont yeveshim, qui sont secs. Les mouchines, on a vu que ce sont tous les, par exemple du coton, tous les résidus de laine, qui sont appelés mouchines. Lorsqu'ils sont secs, nous avons le droit, puisque ce n'est pas mosif havel, donc ça ne rajoute pas de la chaleur, ça simplement, ça conserve la chaleur que la marmite avait au moment où je l'ai enlevée de sur le feu. La Gemara a continué, donc va nous dire, Velo beteven, Baimine Ravada bar Matna a posé la question, mais Abaye à Abaye. Mouchin. Mouchin, nous avons dit que ce sont morceaux de coton, de laine, chez Taman Baen. Un homme a fait une atmana, donc dans le cas où il avait le droit, par exemple, Be'asavim, des Mouchim Yeveshim, ils sont secs, donc là ce n'est pas Mosif Havel. Mais est-ce que Maol est Taltelan Be Shabbat? Est-ce qu'il peut ensuite les déplacer pendant Shabbat? Sont-ils muktzé ou pas? Peut-être qu'on pourrait simplement enlever la marmite et les laisser tomber, mais on n'a pas le droit de les déplacer, de les toucher, ou bien nous avons le droit de les déplacer. C'est-à-dire, les mouchines en général... Non, je prends l'atmana avec moi sur la marmite et je la déplace au-dessus. Non, mais la atmana ne se fait pas sur le feu. On a enlevé la marmite du feu. Oui. Je vais mettre ma marmite dans, par exemple, des mouchines, je vais l'entourer de coton, mais pas sur le feu. Donc lorsque je vais enlever la marmite, les mouchines vont tomber par terre. C'est pas comme on fait aujourd'hui sur les... Non, ça c'est différent. Ça c'est un autre din. C'est un autre din qui peut poser plus de problèmes. Puisque la atmana que nous faisons aujourd'hui, peut-être qu'elle est mosif avec étant donné qu'il y a du feu en dessous. Donc même s'il n'y a pas de problème mitzat shiyya, mais il peut y avoir un problème mitzat atmana. La seule différence c'est que la atmana en général, c'est lorsque la marmite est entièrement recouverte, alors que lorsqu'on met une couverture sur la plaque, la couverture ne recouvre pas entièrement les marmites. De là, certains donc permettent et mettent une couverture sur la marmite. On parle de déplacer juste les mouchines eux-mêmes. Donc, est-ce qu'on a le droit de déplacer les mouchines? Sont-ils muktzé ou pas? En général, les mouchines étaient utilisés, nous dit Rashi, pour faire du feutre. Et donc, ils sont réservés pour leur melacha, pour les utiliser, et ils sont muktzé Shabbat. Seulement, là, je n'avais pas autre chose. J'ai pris ces mouchines, je m'en suis servi pour une atmana. Ai-je le droit donc de les déplacer? Vont-ils perdre leur statut de mouchines réservés au feutre et devenir permis, donc ne sont-ils pas muktzé ou pas? Amarle, il lui a dit, parce que cet homme n'a pas de coupa shel teven, c'est-à-dire il n'a pas de paille, comme nous avons vu qu'on peut aussi faire une atmana avec de la paille.
puisqu'il n'a pas de paille, est-ce que c'est pour cela qu'il va être mafkir, c'est-à-dire abandonner toute une coupa de mouchin, il va la réserver à la atmana? C'est sûr que dans son intention, c'est d'utiliser le lendemain les mouchin, les résidus de laine, ce coton pour faire du feutre et pas pour autre chose. Donc, d'après Abaye, les mouchin devraient rester mouktsé. Ce n'est pas parce que je les ai utilisés aujourd'hui que je leur change de leur but, dire de leur utilisation habituelle. L'Agma nous dit les Messayele. Peut-être que là nous avons une preuve à cet enseignement d'Abaye. C'est marqué Tomni Begizet Tsemer. On peut donc mettre une marmite, enfouir, la recouvrir de Gizet Tsemer, c'est-à-dire, Rachid nous dit, c'est de la laine qui a été coupée sur le mouton, telle qu'elle, on peut recouvrir la marmite. Ou Betzifet Tsemer, Tzifet Tsemer, c'est la laine une fois qu'elle a été déjà peignée. Belshonot Shel Argaman, des languettes de pourpre, ou Bemouchin, les résidus de laine et de coton, Ve'en Metal Telinotan, mais la Braïta nous dit, on ne pourra pas les déplacer. Donc tu vois bien que malgré l'atmana, il reste muktzé. La Gemara nous dit, nous n'avons pas de preuve de cette braïta. Pourquoi? Imishumha le iri. Si je n'avais que cette braïta et non pas la réponse de Abaye, je n'aurais pas pu rapporter une preuve de cette braïta. Pourquoi? J'aurais pu dire ainsi, Achikama, im lotaman ba'en metal telimotan. C'est peut-être que la braïta vient nous enseigner deux halachot. D'abord, que les mouchin, je peux m'en servir comme atmana. De plus, si je ne m'en sers pas comme atmana, ils sont muktzé. Mais bien sûr, dans le cas où je vais m'en servir comme atmana, ils ne sont plus muktzé. Donc j'aurais pu dire que la Mishnah nous rapporte deux dinim qui ne sont pas liés l'un à l'autre. Ce n'est pas dans le cas où j'ai fait une atmana bemouchim que je n'ai pas le droit de les déplacer, mais c'est dans le cas où je ne fais pas d'atmana qu'ils restent muktzé. C'est ce que l'Agma nous dit. Achikama im lotamun ba'em en metal telimotam. C'est-à-dire si tu ne les as pas, tu n'as pas recouvert la marmite avec, tu ne pourras pas les déplacer. C'est peut-être l'explication de la Mishnah. Mais à ce moment-là, demande la Gemara, alors quel est le chidouche? Il est évident que tout mouchin est mouktsé, tu n'as même pas besoin de le dire. Et rima il est mimra, quel chidouche? Mod et tema, j'aurais pu croire chazel et misgalayou. Qu'on peut peut-être s'en servir pour s'asseoir, s'allonger dessus, et ils ne sont pas mouktsé. Donc kamash malan, le chidouche de la Mishnah de Abaye, c'est de dire il reste mouktsé malgré cette utilisation de atmana, étant donné qu'en général ils sont réservés, destinés pour faire du feutre, et donc on est maktsé otam, c'est-à-dire on les laisse de côté et on les considère comme muktsé. Donc même si je peux, nous dit Abaye, faire la atmana avec les mouchin, je vais simplement enlever ma marmite, mais les mouchin, je n'ai pas le droit de les déplacer puisqu'ils sont muktsé. La Gemara continue avec une autre halakha. Rafrizda, Share la adoré Oudra le Besadia. Rafrizda nous permet de remettre Oudra, c'est aussi des mouchin, à l'intérieur d'une tête d'oreiller, par exemple d'une couverture. Prenons l'exemple, est-ce qu'on a le droit de remettre des plumes dans un oreiller? Un oreiller s'est ouvert, il y avait des plumes, est-ce que j'ai le droit de remettre ces plumes ou pas? Beshabbata, le jour de Shabbat. C'est la question de Rafrizda. C'est ce que nous dit Rafrizda, que nous avons le droit de remettre les mouchin ou les plumes à l'intérieur du coussin ou de la couverture. Et Tivi Rafranan bar Rafrizda, le Rafrizda. Rafranan bar Rafrizda pose la question à Rafrizda. C'est marqué Matirin betatzavar. Dans cette braïta, la braïta nous dit, nous avons le droit d'ouvrir le betatzavar, c'est-à-dire, à l'époque, donc comme les talit katan que nous avons aujourd'hui, c'est un morceau de tissu, et il y avait une encolure, un trou pour rentrer, pour passer la tête. Donc cette encolure est appelée le bet atzavar, du coup, puisque on enfile le cou, la tête et le cou. Le bet atzavar était en général attaché par les laveurs au moment où ils lavaient les habits, et il fallait ensuite donc défaire ces nœuds. Shabbat, nous avons le droit, nous dit la Braïta, Matirim betatzavar be Shabbat. Nous avons le droit d'ouvrir le betatzavar. Aval lo potrim, mais on n'a pas le droit
de ouvrir pour la première fois, c'est-à-dire lorsque j'ai un morceau de tissu et qu'il n'y a pas d'encolure, de faire une encolure, puisqu'à ce moment-là, je vais terminer un keli, c'est-à-dire je suis maké bepatish, je termine un keli, je termine un habit. Jusqu'à présent, cet habit, on ne pouvait pas l'utiliser, on ne pouvait pas s'habiller avec. Maintenant que j'ai ouvert la place du bet tatzavar, on peut prendre cet habit. Donc dans ce cas-là, la Braïta nous dit, nous n'avons pas le droit de l'ouvrir. On ne parle pas des laveurs là. Pardon? On parle pas des laveurs. Non, pas des laveurs. Là, c'est pour la première fois. Quand ils sont fabriqués, Lorsqu'ils sont fabriqués, donc c'est entièrement fermé, un morceau de tissu, et ensuite on fait un trou. Donc Shabbat, nous n'avons pas le droit de faire ce trou. Ensuite, la Braïta nous dit, Ve'enotnim et amouchim, et on n'a pas le droit de mettre donc les mouchim, les morceaux de coton, jus de laine, lo letoch hakar, velo letoch hakeset, ni à l'intérieur du coussin, ni de la couverture. Be yom tov, ve'en tzarich lomar be Shabbat. Donc je n'ai pas le droit ni yom tov, et on n'a même pas besoin de dire que Shabbat, nous n'avons pas le droit de mettre les mouchim, ou les plumes, à l'intérieur de l'oreiller. Donc nous avons une contradiction. Rav Friza nous a permis, la Braïta nous l'interdit. La Gemara répond Lokasha. Ce n'est pas une contradiction. Pourquoi? Abechadete, abeatike. Tout dépend. Si c'est pour la première fois, de nouvelles plumes, mouchim, qui n'étaient jamais dans cette d'oreiller, ou bien beatike, c'est-à-dire les remettre, nous avons le droit. Mais les chatrila, bechadete, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a jamais eu des plumes à l'intérieur, là c'est interdit, puisque Avid Lemana, il va fabriquer un coussin, une couverture. De ce dîner-là, il faut juste rapporter un plus d'actualité. Est-ce qu'on a le droit de gonfler une bouée Shabbat, ou un matelas pneumatique, ou bien un petit ballon? Est-ce qu'on a le droit aussi de gonfler un ballon? C'est une grande marloquette dans la Harouni. Nous n'allons pas trancher. Certains interdisent, d'autres permettent. D'autres encore nous disent que ceci ressemble exactement au din de mouchim, c'est-à-dire l'air que je vais rentrer dans cette bouée, c'est comme les mouchim. Si c'est une bouée que j'avais déjà gonflée et que j'avais dégonflée, j'ai le droit, encore une fois, de la gonfler. Mais si c'est une bouée qui n'a jamais été gonflée, je n'ai pas le droit. Ainsi, certains expliquent, certains poskim me rapportent, disent ce din-là au din de l'Agma. D'autres encore disent, c'est pas la même chose, puisque les mouchim étaient là, et ensuite, ils sont sortis, donc tu les remets. Alors que là, l'air qui était à l'intérieur, ce n'est pas l'air que tu vas faire rentrer aussi. Donc juste pour nous donner une idée de ce que les poskim discutent à partir de cette Gemara. Tanyana Me'achi, nous avons aussi une Braïta qui nous dit la même chose, cette différence entre Chadete et Batike, est-ce que je remets les plumes ou les mouchim, ou bien je les mets pour la première fois. C'est marqué Notnim et amouchim le tochakar le tachakeset biyom tov men tzarich lomar b'Shabbat. Nous n'avons pas le droit de mettre des mouchim ni à l'intérieur du coussin ni de la couverture de Yom Tov. On n'a même pas besoin de le dire pour Shabbat, mais Nashrou, lorsqu'ils sont tombés, ils sont sortis, Marzirin otam Shabbat, on peut les remettre Shabbat. Men tzarich lomar biyom tov, on n'a même pas besoin de dire Yom Tov, puisque Yom Tov est toujours un peu plus calme, plus léger que Shabbat. Donc tu peux le mettre Shabbat et bien évidemment Yom Tov. Est-ce que tu ne peux pas faire Yom Tov? C'est sûr que Shabbat, tu ne pourras pas non plus le faire. La Gemara continue, puisque nous avons parlé de ce bet hatzavar, c'est-à-dire d'ouvrir, de faire une encolure dans un morceau de tissu. Eh bien la Gemara continue à Marabuda Amaraf. Apotear bet hatzavar be Shabbat. Celui qui ouvre le bet hatzavar d'un habit, le morceau de tissu pendant Shabbat, chayav khatat. Donc il a transgressé un des avot melachot, c'est-à-dire maké bepatish, nous explique Rashi, mashve manag, il en a fait un keli. Jusqu'à présent, ce n'était pas un habit terminé, maintenant l'habit est terminé, je peux l'enfiler, j'ai donc transgressé Shabbat. Celui qui a transgressé devra apporter un korban khatat lorsque c'est sans faire exprès. Matkifla Rav Kahana va poser la question suivante et nous tournons la page. Ma benzo le megufat chavit. Quelle différence avec le couvercle d'un tonneau? Rashi nous rapporte que c'est une Gemara plus loin d'Afkouf Memvav, où c'est marqué qu'un homme a le droit d'amener une marmite, un homme a le droit d'apporter un tonneau, ravit, et de décapiter le tonneau, c'est-à-dire de couper, d'enlever avec même un sabre le couvercle, et donc de proposer aux invités le vin de ce tonneau. Donc on voit que bien que le tonneau est recouvert, il y a donc un couvercle qui va fermer l'ouverture du tonneau,
nous voyons que malgré tout, nous avons le droit de l'ouvrir pendant Shabbat. Amarle Rava, Rava a répondu, Ze chibour ve ze no chibour. C'est différent, puisque dans un cas, c'est chibour, c'est-à-dire le morceau de tissu, tant que je n'ai pas coupé l'encolure, tout ceci n'était qu'un seul morceau de tissu. Il faisait partie du tissu lui-même. Alors que là, c'est simplement un couvert que j'ai fixé au tonneau. C'est vrai que je l'ai tout autour collé avec de la boue comme c'était à l'époque, mais malgré tout, c'est considéré comme deux parties et ce n'est pas interdit, dire il n'est pas fermé au point que lorsque je vais l'ouvrir, j'ai donc fabriqué un keli. De là aussi, nous avons un tas de dinim concernant l'ouverture des boîtes de conserve, des bouteilles, et nous laisserons ceci pour Dafkouf Memva même plus loin, mais c'est toujours dans le même sens, la Megoufat Ravit. Nous voyons que lorsque nous avons un tonneau qui a été refermé par la suite, ce n'est pas considéré comme un seul keli, puisque n'oublions pas que le tonneau, tant qu'il est fermé, donc il n'est pas keli, il n'est keli que lorsqu'il est ouvert. On peut rentrer et faire sortir de la boisson des aliments. Et la différence avec la boîte de conserve, c'est que c'est tout d'un seul bloc, d'une seule pièce. Donc lorsqu'on va l'ouvrir, on va vraiment fabriquer un keli. Donc là aussi, c'est pour cela que certains interdisent d'ouvrir une boîte de conserve Shabbat. La Gemara continue. Ramele Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah va poser à Rabbi Zera la contradiction de deux Mishnayot. C'est marqué Tnan, une première Mishnah. Shalal shel kofsim. Shalal, nous dit Rashi, c'est que les kofsim, ceux qui lavaient le linge, avaient l'habitude d'attacher les habits ensemble, les petits avec les grands, pour ne pas les perdre. Donc on attachait tous les habits en même temps. Ce shalal shel kofsim, c'est-à-dire ce nœud qui va relier tous les habits, le shalchelet shel maftechot, ou bien shalchelet shel maftechot, c'est-à-dire une chaîne, sont accrochées quelques clés à cette chaîne, va beget shu tafour bekilaim, ou bien un habit qui est tafour, qui est cousu avec du kilaim, c'est-à-dire du lin et de la laine mélangée. Rashi nous dit par exemple, nous avons deux morceaux de laine qu'on a cousu avec un fil de pishtan de lin. C'est sûr que, étant donné que c'est interdit, il y a une interdiction de kilaim, je ne peux pas porter un tel habit, je vais ouvrir ce nœud, je vais enlever ce fil qui les retient. Donc la question ici que nous avons, c'est que nous avons plusieurs habits ou plusieurs clés qui sont reliés ensemble. Sont-ils considérés comme un seul habit ou comme plusieurs habits? Eh bien la Mishnah nous dit Chibour letuma. Tout ceci est considéré comme un seul habit, c'est rattaché par rapport à la touma. C'est-à-dire, si un sheretz, un reptile, touche un habit, il rend automatiquement impur le deuxième habit. Le deuxième habit est considéré comme un avec le premier. Bien que normalement, un habit ne peut devenir impur que s'il a été touché directement par le sheretz, par le reptile mort, par un avatuma. Si le reptile touche le premier habit ne peut pas rendre impur par contact avec le second. Donc puisque ici nous disons chibour les touma, dire tout ceci est considéré comme un seul et même habit, c'est pour cela que tous les habits sont impurs. Même si il est évident qu'on va bien ouvrir ce nœud et séparer les habits. Donc il y a un chibour les touma chiatril latir, jusqu'au moment où tu vas commencer à les ouvrir. Lorsque tu vas commencer à ouvrir en les séparer, à ce moment-là, on considère que chaque habit est donc un habit en soi et ne fait pas partie du groupe. Alma, donc je déduis de cette Mishnah, c'est-à-dire même lorsque le laveur a terminé de laver les habits, malgré tout, ceci est considéré comme un chibour tant qu'il n'a pas commencé à défaire les habits. Hurminu, et pourtant nous avons une autre braïta qui nous dit Makel shasayad les cordons. Un homme qui a trouvé un morceau de bâton et il va s'en servir comme manche pour une pioche, pour une pelle. Eh bien, chibour le tum'a beshaat melacha. Au moment où je vais m'en servir, le bâton est relié à la pioche, fait partie donc
du même keli avec la pelle. Si la pelle devient impure, le bâton aussi devient impur. Bien que normalement, le bâton, nous dit Rachid, un pshouté kliet, il n'a pas de récipient de kli, donc il ne devrait pas être impur. Mais lorsqu'il est donc relié avec cette pelle, avec cette pioche, il est considéré comme un avec le cordon, et si le cordon devient impur, il deviendra lui aussi impur, mais seulement Beshat Melacha, au moment où j'en ai besoin pour travailler. Donc je peux déduire de cette deuxième rita, Beshat Melacha in, Shelo Beshat Melacha lo. C'est seulement au moment où je l'utilise, je suis en train de travailler. Donc nous avons une contradiction. Dans un cas, on voit que Shalal Shel Kovsim les habille, même une fois que le Koves a fini de les laver, ceci est considéré comme un. Alors que là, c'est seulement Beshat Melacha et non pas après. Lorsqu'il a terminé de les laver. Puisque la Braïta nous dit, tant qu'il n'a pas commencé à les défaire, c'est considéré comme un chibour letuma. Alors que normalement, puisqu'il a terminé, on devrait dire qu'il n'y a plus de chibour. L'Agma répond à Tam, Shelo Amarle, il lui a dit, Atam Shelo Beshat Melacha, Adam Asui les Orko le Benaïti. Il lui a répondu, c'est bien ça. Dans le cas du bâton, une fois que la Melacha est terminée, le chibour aussi est terminé, puisque je vais prendre le bâton et je vais le jeter. Alors que pour le Koves, même lorsqu'il a terminé, il a déjà lavé les habits, mais si par mégarde, juste après, un des habits se salit, ou les habits se salissent, il va tout de suite les relaver. Donc il a intérêt à garder ce nœud, même une fois les habits déjà lavés. Donc c'est-à-dire que pour le Shalal chez le Kovsi, même lorsque la Melacha est terminée, ceci est considéré encore comme Beshat Melacha, tant qu'il ne commence pas à l'ouvrir. C'est ce qu'il lui a répondu. Atam, Shel Beshat Melacha, Damasui les Orko le Benaïtzim. Là-bas, dans le cas du bâton, Shel Beshat Melacha, lorsqu'il a terminé, il va le jeter parmi les bois. Shel Beshat Melacha, Namenichale. Il veut quand même garder ce lien d'Im et Tanfou, parce que s'ils vont se salir, Adam Achvar Léou, il va ensuite donc les relaver, les blanchir ensemble. La Gemara continue et nous donne un autre enseignement. Besura matnula le hashmata mishmid rafrizda. Dans la ville de Soura, on enseignait cet enseignement que nous allons voir par la suite au nom de Rav Frizda. De Pumpadita, Matnu Mishmed de Rav Kana, on le disait au nom de Rav Kana, Vamrina Mishmed de Rava, d'après certains c'était au nom de Rava. On voit combien la Gemara est précise de savoir exactement qui a dit chaque mimra, quel est le Rav qui a rapporté cet enseignement. Voici l'enseignement. Man Tana Hamilta d'Amurabanan, qui est l'auteur de ce que les Chachamim ont dit, Kol HaMechubar Lo Ariu Kamou. Tout ce qui est rattaché à lui-même, un objet, il a le statut de cet objet. Qui est l'auteur de cette mémoire? Amar Rabbi Yehuda, Amarav Rab Meir. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, c'est Rabbi Meir. Dites-nous, nous avons une Mishnah et nous allons voir qu'ainsi pense Rabbi Meir. Bet apar, bet atavlin ou bet aner chez Bakira. À l'époque, il y avait dans le fourneau était donc un keli en argile qui se déplaçait, c'est un keli, metaltel, et il y avait tout autour des fois, donc, un petit récipient, un petit endroit, betapar, où on pouvait mettre une fiole d'huile pour réchauffer l'huile par le feu, la chaleur de cette kira. Ou bien betatavlin, un endroit où on mettait les épices juste à côté pour les réchauffer. Ou betaner, un endroit où on plaçait une veilleuse pour que celui qui devait allumer le feu ait toujours une flamme à côté. Eh bien, metamim bemaga ven metamim beavir. C'est petits, ces petits récipients qui sont collés à la kira, ces petits bêtes qui boulent, ces réceptacles sont considérés comme faisant partie de la kira, et metamim bemaga ven metamim beavir. C'est-à-dire, si il y a une impureté qui est rentrée à l'intérieur de la kira et qui a touché la kira, donc la kira est impure. Prenons le cas d'un reptile qui a touché la kira de l'intérieur. N'oublions pas que la kira est un keli en cheres. Donc un keli en argile ne devient impur que de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et il a aussi cette particularité, c'est qu'il devient impur même à avir. C'est-à-dire lorsqu'il y a un reptile mort qui rentre dans l'espace de cette kira, même s'il ne touche pas les parois de la kira est impure. Donc il peut y avoir deux sortes d'impuretés, ou bien que le reptile a touché la kira de l'intérieur, ce qu'on va appeler tumat maga par le contact, ou bien ba'avir dans l'espace. Eh bien ces petits réceptacles à côté, ils ne sont impurs que si la kira devient impure betumat maga, c'est-à-dire un reptile mort a touché la kira de l'intérieur, automatiquement ces réceptacles sont aussi impurs. Mais ils ne sont pas impurs betumat avir, c'est-à-dire s'il y a
un reptile mort dans l'espace de l'Akira, les réceptacles à côté ne sont pas impurs. Nous allons voir pourquoi la Gemara va nous l'expliquer, ce sont les paroles de Rav Meir. Alors que Rabbi Shimon Rabbi Shimon dit non, tout est tahor, étant donné que les bêta-par, bêta-tavin, bêta-ner ne font pas partie de l'Akira. Donc on voit, c'est ce que la Gemara nous avait rapporté ici, Kola mechubarlo arukamo, c'est effectivement Rabbi Meir qui a dit que tout ce qui est relié, collé à un premier ustensile, il a le même statut, c'est donc le bêta-par qui est à côté de l'Akira, c'est ce que nous a dit Rabbi Meir. C'est moi la Gemara va nous expliquer un petit peu Rabbi Shimon. Encore, nous dit la Gemara Bishlamal Rabbi Shimon, je comprends pourquoi tout est à Savar Lafkekira Damu. Ce bêta-par là où je vais mettre cette petite fiole d'huile sur cet acte n'est pas comme l'Akira. Et donc, que l'Akira soit impur, Betumat Maga ou Betumat Avir, dans tous les cas, le réceptacle, le Bet Kiboul, restera pur. Et là, les Rabbi Meir, mais d'après Rabbi Meir, on ne comprend pas. Et Kekira Damu aussi, tu lui donnes le même statut que l'Akira, fait le Avir, là, mais les Tamou. Donc, même dans le Avir, on devrait dire que s'il y a un Sheretz qui rend impur, même sans avoir touché l'Akira, mais en étant dans l'espace, dans le Avir de l'Akira est impur, à ce moment-là, même le Bet Kiboul à côté, le Bet à part, devrait être impur. Il a Kikira Dam aussi, tu dis qu'il n'est pas comme Kira. Alors, a fait le Bemagana, mais même si le Sheretz a touché la Kira de l'intérieur, il ne devrait pas être impur. L'Agma répond, le Olam Laf Kikira Dam. En vérité, c'est vrai, Laf Kikira Dam. Même d'après Rabbi Meir, seulement Rabbanan le Gazroubé, ou les Chamim ont fait une Gzera. Alors, demande l'Agma, si les Chamim ont fait une Gzera, ils auraient dû faire la Gzera même dans le cas du Avir, Gazroubé, Afilou, Bavir, Namelitamu, mais Avdou, Rabbanan, Nekera, qui écrit de la Télémisaf, le Touma, Vekodashim. Souvent, lorsque les Khamim ont voulu donner un statut d'impureté midi Rabbanan, pour ne pas qu'on vienne à se tromper, penser que c'est une impureté minatora, et que si, par exemple, un morceau de terouma a touché ce bêta-par impur, on devrait dire, tiens, il est impur et je vais le brûler. Et normalement, dans une impureté midi Rabbanan, on ne brûle pas la terouma. On ne peut pas la consommer, mais on ne peut pas la brûler non plus, parce qu'après tout, c'est de la terouma, et minatora, elle n'est pas impure. Donc les Khamim ont voulu faire un équerre, faire un signe de reconnaissance, dire, pour bien montrer que ce n'est qu'une impureté midirabanan, ils ont dit, lorsque le reptile a touché l'intérieur de l'Akira, là effectivement les réceptacles à côté sont impurs, mais lorsque c'est dans le Havir, ils ne sont pas impurs. Et donc de même, ce que nous avons vu, Kolamechu Barlo, Aru Kamou, et nous dit Tosfot aussi dans le cas de Shalal Shel Kovsi, vous vous rappelez, nous avons vu que puisque tous les habits sont liés, ils forment un seul groupe Ribour les Toum'a. Donc là, c'est aussi que Midirabanan, puisque l'auteur c'est Rabbi Meir, puisque ce n'est que Midirabanan, il faut un équerre. Où est-ce que se situe le équerre dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas faire la différence entre Avir et Magat? Tosfot répond, parce que par la suite de la Gemara, nous allons voir qu'il y a une différence par rapport à l'Aza, c'est-à-dire au moment de purifier les habits, si les habits ont touché un mort, donc on doit rendre purs les habits et purifier en les aspergeant de la paradouma. Dans ce cas-là, on devrait asperger sur chaque habit, et on ne pourra pas dire que tous les habits forment en vérité qu'un seul habit. S'il y a eu, tu vas faire appara sur un des habits, c'est suffisant pour tous les autres, puisque normalement, lorsqu'on aspergeait, tu vas faire appara sur un keli, même si faire appara ne touchait pas entièrement, qu'on ne devait pas tremper le keli dans un mikvé, devait faire appara, mais dès qu'il y avait une goutte, tout le keli était pur. Donc là, c'est le équerre, comme nous allons le voir là tout de suite, l'Agma nous rapporte un autre din, Tanourabana. Masporet chez le prakim. Masporet, donc un ciseau chez le prakim qui est démontable en morceaux de deux parties. Donc qui, au moment où je vais couper, je vais les relier, ensuite les séparer. Vizemel chez le retinir. Zemel Rachim traduit par un rabot qui était aussi relié avec dans un moule en bois. Au moment du travail. Donc on mettait cette lame dans le rabot, et lorsqu'on avait terminé, on l'enlevait. Donc là aussi nous dit la Breta, Chibour les Touma ben Chibour laza. Il y a un Chibour pour la Touma. C'est-à-dire si un des deux lames du ciseau est devenu impur, l'autre aussi devient automatiquement impur puisqu'elles sont reliées. De même pour le rabot. Ven Chibour laza. Mais il n'y a pas de Chibour par rapport à la Hazaa. Au moment où je vais devoir asperger, je dois asperger sur chaque morceau. Demande l'Agmarman Afshar Chibour Aflu Laza, si tu considères le tout comme un seul keli, donc même pour l'Aza, il a Chibour ou Aflu le Touma Namelo. Si ce n'est pas un Chibour, donc même pour la Touma, ça ne devrait pas être un Chibour. Amar Rava va expliquer, comme nous l'avons vu, Dvar Torah Beshat Melacha Chibour Ben le Touma Ben Laza.
d'un Minatora, au moment où je vais donc travailler avec, où je vais les lier. Donc là, c'est évidemment un chibour aussi bien pour la Touma que pour la Za'a. S'ils deviennent impurs, ils deviendront tous les deux impurs, même si le Shérez, le reptile, n'a touché que l'un d'entre eux. Et lorsque je vais les purifier, comme si c'est un mort qui a touché l'un d'entre eux, je devrais donc asperger sur un seul des deux, et le second, c'est comme si j'aspergeais puisqu'ils ne forment qu'un. Mais chez l'obéchat melacha, lorsque j'ai terminé de travailler avec eux, je vais normalement les séparer. Et le chibour, l'ole touma v'laza, c'est un chibour ni pour touma ni pour la za'a. C'est l'un est impur, l'autre n'est pas impur, même lorsqu'ils sont encore liés, que je n'ai pas eu le temps de les sortir. Donc nous continuons encore. Les Chachamim ont fait une gzera que même chez l'obéchat melacha, lorsqu'un reptile ou un mort a touché une partie, eh bien l'autre partie deviendra impure, une gzera mishum tumash bishat melacha, pour ne pas qu'on vienne se tromper avec la touma au moment où je m'en sers. Mais les Chachamim ont fait aussi une gzera que lorsque je vais asperger les cendres de la paradouma, Beshaat Melacha, normalement tout ceci est considéré comme un seul keli, donc je pourrais asperger sur un morceau, une partie c'est suffisant pour l'autre, et bien là les Chachamim m'ont dit non, tu vas devoir asperger sur les deux parties, pour ne pas se tromper avec le cas du Nazar, Shelo Beshat Melacha, au moment où je ne les utilise pas. Donc là encore, nous voyons que les Chachamim ont parfois fait une Gzera, une Touma, et ont laissé un équerre par rapport au din de Haza'ar, c'est-à-dire pour qu'il y ait cette distinction, pour qu'on sache bien que c'est une Touma Midé Rabbanan, non pas une Touma Midé Oraita. Donc là, la Gemara a rapporté aussi cet enseignement de Tosfot, après le din de Shalash et de Kofsim, on avait vu que parfois des habits sont considérés comme, puisqu'ils sont liés comme un seul habit par rapport à la Touma, et comme le dit Tosfot, malgré tout par rapport à la Haza'a, si un mort a touché un des habits, tous les habits sont impurs. Mais lorsque je vais asperger la paradouma, les cendres de la vache rousse dessus pour les purifier, je ne vais pas me suffire d'asperger un seul habit, je devrais asperger chaque habit, puisque ce chibour n'est qu'une touma midé rabanan, les Chachamim ont fait cette distinction pour ne pas qu'on vienne se tromper avec donc une touma de Horaïta, penser que c'est une touma de Horaïta, ils ont dit qu'au moment de la Zat, tu devras faire sur chaque habit. Nous allons nous arrêter ici et reprendrons les dynimes de Atmana Bezrat Hashem.